Bienvenue dans le débat sur France 24. On l'attendait en Pologne demain. Le président américain Joe Biden est finalement arrivé ce lundi matin à Kiev dans le plus grand secret. Visite surprise à 4 jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden a rencontré bien sûr à cette occasion Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et il a réitéré le soutien indéfectible des États-Unis. Il a également promis 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire, de nouvelles sanctions contre la Russie et de nouvelles livraisons d'armes. Alors pourquoi cette visite surprise, la première du président américain à Kiev depuis le début de la guerre? Quelle est sa portée? La nouvelle aide américaine annoncée va-t-elle changer la donne sur le terrain? Peut-on y voir un lien avec une potentielle livraison d'armes chinoises à la Russie? On va en débattre avec nos invités ce soir. Michel Duclos, diplomate, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, auteur de Guerre en Ukraine et Nouvel ordre du monde aux éditions de l'Observatoire. Michel Duclos, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. À mes côtés également, Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie à l'ECFR, European Council on Foreign Relations. Marie Dumoulin, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Martin Cancé, directeur du German Marshall Fund à Paris. Et puis Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, auteur de Vent glacial sur Sarajevo aux éditions Belles lettres. Voilà, merci à tous les quatre d'être ici ce soir. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur les images de cette visite de Joe Biden à Kiev, le président américain qui a annoncé de nouvelles livraisons d'armes, je vous le disais, et de nouvelles sanctions à venir contre la Russie. Regardez. Au son des sirènes antiaériennes, Joe Biden déambulant dans les rues de Kiev aux côtés de son homologue Volodymyr Zelensky. Pour une image forte, historique. Près d'un an après l'invasion russe, le président américain a tenu, après la Pologne, à se rendre en Ukraine. Une visite surprise qui débute par un recueillement. Face aux photos des soldats tombés sur le front, puis les deux chefs d'État se prennent dans les bras, devant les caméras. Joe Biden promet de nouveaux armements et 500 millions de dollars d'aide supplémentaire. Je suis ici pour montrer notre soutien indéfectible à l'indépendance de la nation, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. C'est un signal tellement important pour nous. Nous sommes fiers. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu. Le président américain promet notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Pour l'heure, la question de la livraison d'avions n'a pas été évoquée publiquement. La Maison-Blanche précise que tous les détails sur les armes seront donnés dans les prochains jours. Il s'agit de la visite la plus importante de toute l'histoire de l'Ukraine, a réagi Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. C'était la première visite à Kiev pour Joe Biden, le président américain. C'est aussi la première visite d'un président américain dans le pays depuis 2008. Michel Duclos, elle est extrêmement symbolique, cette visite de Joe Biden. Je crois qu'il y a incontestablement quelque chose d'émouvant dans ces images, parce que dans le livre que vous avez bien voulu citer, je fais une sorte de recensement des perceptions dans le monde, dont il ressort une forme de relatif isolement des Occidentaux, de l'Occident. Et je dis l'ordre tel que dominé jusqu'ici par les Occidentaux prend l'eau de toutes parts, est contesté de toutes parts, et pourtant l'Occident est toujours debout. Cette image, ce qui est très fort, c'est que ce vieil homme, très droit, incarne bien le fait que les soutiens de la liberté, mais aussi, comme il l'a exprimé, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, sont toujours debout et résolus à poursuivre le combat. C'est le message qu'il a voulu transmettre, je crois. Guillaume Ancel, le message, il était fort aussi. On a vu Joe Biden se promener, on l'a vu dans le sujet, alors qu'il y avait des sirènes d'alerte à Kiev. C'est une manière de dire, voilà, on est là, la ville est sécurisée, les États-Unis, voilà, Joe Biden, 80 ans, je suis allé jusqu'en Ukraine. C'est un message fort pour Moscou? Oui, c'est un message fort, même si les Américains avaient vraisemblablement prévenu les Russes qu'il y aurait cette visite, afin d'éviter un accident qui aurait été incurable, n'est-ce pas, entre les deux pays. Mais n'empêche que Joe Biden reçoit en décembre le président ukrainien. Et il lui donne un signal très fort, puisqu'il montre qu'il le reçoit comme un résistant
et que les 50 pays alliés qui soutiennent l'Ukraine sont prêts à leur livrer non plus des armes défensives, mais une vraie capacité de défaire l'armée russe en Ukraine. Et là, cette visite, c'est moins pour ce qu'il a apporté avec lui, parce qu'au fond, je dirais que c'est presque par politesse qu'il a apporté un paquet de 500 millions supplémentaires. C'est rien par rapport aux dizaines de milliards d'euros d'aide qui ont déjà été accordés. Ce qui est important, c'est sa visite elle-même. Vous avez vu ce moment très émouvant où il y a la sonnerie aux morts. C'est une vraie communion américaine, au même titre que Joe Biden, quand il avait reçu le président Zelensky, l'avait reçu comme un résistant. Alors qu'on se souvient qu'il y a un an, les Américains proposaient à Zelensky d'être exfiltré, parce que le plan de Poutine, c'était bien sûr de décapiter le pouvoir ukrainien pour s'emparer du pays. Et d'ailleurs, la force qu'il envoyait, c'est pour ça qu'il parlait d'opération militaire spéciale, c'était uniquement une force d'occupation. Il pensait qu'il n'aurait pas à faire la guerre. Or, un an après, non seulement le président Zelensky est là, mais il a un soutien des nations les plus puissantes du monde, et il a la capacité de défaire l'armée russe sur son territoire. Marie Dumoulin, Joe Biden, en se rendant aujourd'hui à Kiev, alors que Vladimir Poutine doit s'exprimer demain pour notamment faire part de ses objectifs après un an de ce qu'il appelle opération spéciale en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de couper l'herbe sous le pied du président russe ? Alors la date est importante, mais je crois qu'elle est moins importante au regard du discours annoncé de Vladimir Poutine demain, et même d'ailleurs de l'anniversaire de la guerre, de l'invasion du 24 février qui se tiendra dans quelques jours, qu'au regard de la date du 20 février elle-même, qui est d'une part aux États-Unis le President's Day, donc un jour férié américain qui rend hommage au président, et aller à Kiev rendre hommage à un autre président en ce jour-là, c'est sans doute quelque chose d'assez symbolique. Et c'est l'anniversaire de Maïdan. Mais, comment ? C'est l'anniversaire de la place Maïdan. Alors voilà, c'est surtout pour les Ukrainiens l'anniversaire du jour où il y a eu des victimes sur la place Maïdan, où en 2014, des tireurs ont tiré dans la foule des manifestants rassemblés sur cette place. Et donc c'est une journée qui est importante pour les Ukrainiens. Et on a vu notamment Joe Biden se prosterner devant ce mur commémoratif où il y a les noms des victimes de cette journée. Donc je pense que la date du 20 février a été choisie plutôt en ce qu'elle signifiait pour l'Ukraine que par rapport à la date du discours de Vladimir Poutine demain. Martin, quand c'est cette visite de Joe Biden, c'est aussi une manière de rassurer les alliés après un an de guerre et de rassurer aussi les Américains. Oui, d'une certaine manière, c'est la continuité de ce qu'a fait Joe Biden depuis un an, avec 3 principes. Un, fournir une aide importante aux Ukrainiens pour permettre à l'Ukraine de se défendre et de récupérer les territoires conquis. Deuxièmement, garantir l'unité transatlantique, et c'est exactement le point aussi de la visite à Varsovie cette semaine, faire en sorte que les Européens qui sont les plus proches de ce conflit et qui le sentent de manière existentielle pour eux, aient confiance dans les garanties de sécurité fournies par les États-Unis. Et le troisième point, c'est de faire en sorte que la confrontation directe entre la Russie et l'Ouest soit évitée. Et c'est évidemment l'équilibre de la politique américaine qui consiste à fournir en 2022 plus de 100 milliards de dollars d'aide, tout en affirmant que la confrontation directe avec Moscou n'est absolument pas l'objectif des États-Unis. Trouver cet équilibre entre ces 3 points, je pense que l'administration Biden a réussi à le faire depuis février 2022, et cette visite est en fait le symbole du succès de cette politique pour l'instant. Mais aujourd'hui, il y a tout de même quelques voix qui s'élèvent aux États-Unis, notamment dans le camp républicain, contre cette aide. À Kiev sans limite. Est-ce que cette visite aussi de Joe Biden, c'est pas une manière de rassurer un peu ses alliés en disant voilà, même si il y a des voix qui s'élèvent aux États-Unis contre cette aide, nous on va continuer à le faire. Oui, absolument. Il y a en effet une inquiétude par rapport aux résultats des élections de mi-mandat de novembre dernier et d'une partie des élus républicains qui ont pris des positions très claires qu'ils souhaitaient cesser l'aide à l'Ukraine. Il y a d'ailleurs une résolution qui a été présentée il y a quelques semaines par un élu républicain. Il y a 11 élus qui l'ont soutenu. 11 élus sur 435. Donc ça représente une petite partie d'un caucus républicain.
il ne faut pas surestimer la capacité de ces éléments-là à véritablement changer le cours du soutien américain pour l'Ukraine. En fait, ce qu'on a vu depuis l'année dernière, c'est que le Congrès américain va encore plus loin que l'administration Biden lorsqu'il s'agit de voter des aides militaires ou économiques à l'Ukraine. Et je pense qu'il y a encore largement une majorité dans ce Congrès pour continuer cette aide. Michel Duclos, les États-Unis, ils l'ont rappelé, ils vont soutenir l'Ukraine, un soutien indéfectible. Ils iront jusqu'au bout? Jusqu'où ils vont aller? Là, s'ils disent ça, c'est parce que les gouvernements occidentaux se sont convaincus ou ont pris conscience, comme on veut, que le conflit risque d'être long. Donc le message à adresser à Poutine, c'est, comme ils le disent, comme l'a dit Macron à Munich et d'autres, nous serons là jusqu'au bout. Et effectivement, c'est pas mal d'aller le dire aux portes de la Russie, à une distance assez faible des armées russes. Je crois que c'est une façon très forte de le dire. Guillaume Ancel, vois... Derrière ça, il y a l'autre aspect qui est moins enthousiasmant, qui est que ça risque d'être long. Guillaume Ancel, alors, je ne vous rejoins pas, Michel, parce que je pense que les Alliés ont eu un vrai moment de doute où ils ont espéré qu'il y aurait une négociation. C'est après la victoire des Ukrainiens à Kherson, quand l'armée russe est obligée de se replier en novembre et qu'elle se rend compte qu'elle est passée au bord de la rupture, de la dislocation. Et là, à ce moment-là, on s'attendait tous à ce que les Ukrainiens, forts de cette victoire, lancent une nouvelle offensive pour finir de disloquer l'armée russe. Et ils ne le font pas. En fait, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont plus le soutien des Alliés, qui demandent une période de stand-by, c'est-à-dire qu'ils livrent beaucoup moins de munitions, et surtout, c'est eux qui sont derrière eux en termes de conseils et d'expertise militaire. Ils veulent voir comment les Russes vont réagir maintenant qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas les moyens d'envahir l'Ukraine. Et ils sont persuadés que, en fait, Poutine va peu ou prou ouvrir une forme de négociation. Or, qu'est-ce qu'il fait dans cette période, novembre-décembre? Des campagnes de bombardement sauvages uniquement contre des cibles civiles, quasiment au quotidien, qui vont ulcérer les opinions publiques. Et d'autre part, il mobilise des centaines de milliers de jeunes qu'il envoie sans l'ombre d'un scrupule se faire déchirer sur la ligne de front. Et je pense que c'est à ce moment-là où les Alliés basculent et ils réalisent qu'il n'y aura pas de paix durable tant que Poutine sera au pouvoir. Parce que Poutine est incapable de sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis. Il ne souhaite pas que cette guerre se prolonge. Et c'est pour ça qu'en livrant massivement, parce que c'est une aide massive qu'on livre actuellement aux Ukrainiens, mais ça a mis du temps à arriver. Ça a mis du temps parce qu'on n'a pas de stock gigantesque, mais ce qu'on livre aujourd'hui aux Ukrainiens, c'est clairement pour finir cette guerre avant la fin de l'année 2023. Et c'est pour ça que la Chine peut être un élément très perturbateur, parce que la Chine pourrait rééquilibrer. Justement, on en parlera tout à l'heure de la Chine. Marie Dumoulin, jusqu'où ils sont prêts à aller, les Occidentaux, dans cette guerre? Le discours actuellement, c'est de dire on ira jusqu'au bout. Maintenant, on ne peut pas dire autre chose en réalité. Enfin, ce serait discréditer son propre discours que de dire on va aller jusqu'au bout, mais peut-être pas tout à fait, parce que quand même, il faut voir. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ne pas écraser la Russie, a dit Emmanuel Macron aussi ce week-end. Oui, alors cela dit, la perspective d'écraser la Russie avec les équipements qu'on livre actuellement, ce serait quand même relativement optimiste. Je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord sur la chronologie qui a été détaillée juste avant moi, parce que pour moi, le vrai tournant, c'est plutôt la chute de Kharkiv et la contre-offensive ukrainienne en septembre, que la chute de Kherson qui s'est faite de manière relativement organisée et sur une décision politique qui était demandée depuis longtemps par l'armée et où Poutine a validé finalement cette décision. Et depuis la contre-offensive ukrainienne à Kharkiv, en fait, ce qu'on a vu, c'est effectivement la mobilisation et la consolidation par la Russie de ses lignes de défense, avec en parallèle des frappes dans la profondeur, qui signifie que la Russie joue la durée dans ce conflit, joue l'usure. Et là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'en regard, nous avons intérêt à éviter que ce conflit s'inscrive dans la durée, et donc nous avons intérêt à augmenter notre soutien et à livrer à l'Ukraine des choses qui lui permettent de faire la différence dans des contre-offensives assez rapidement. Par exemple, des avions de combat, c'est ce que réclame l'Ukraine, mais pour l'instant, les États-Unis et les Alliés sont frileux sur ce sujet. Alors,
pas tous les alliés. Il y a un certain nombre d'alliés. Oui, la en Pologne, Europe par centrale, exemple. Les pays baltes ont clairement dit. Et d'ailleurs, c'était intéressant, c'est-à-dire que la première ministre estonienne l'a dit, j'ai beau jeu de dire qu'il faut envoyer des avions, puisque je n'en ai pas moi-même. Donc ils sont bien conscients qu'en disant cela, ils attendent de la part de la France, de l'Allemagne, des Britanniques ou des Américains de fournir ces armes-là. La difficulté, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une volonté de donner tout ce dont l'Ukraine a besoin pour récupérer les territoires perdus, et en même temps une volonté de bien délimiter ce conflit et empêcher d'entrer dans une confrontation militaire directe avec la Russie. Néanmoins, depuis un an, ce qu'on a vu, c'est que les soi-disant lignes rouges qu'on imagine dans ce conflit n'ont pas provoqué de la part des Russes une réaction et une forme d'escalade ou je ne sais quoi. Et donc aujourd'hui, on a ce qu'on a passé dans le cadre des tanks, on a à nouveau ce débat pour les avions, et au plus loin, on peut imaginer que des nouvelles capacités soient fournies à l'Ukraine. Un mot. Peut-être un mot sur la composante aérienne. C'est vrai que le débat pose deux questions, une question stratégique et puis une question technique. La question stratégique, c'est qu'avec des avions de combat, vous donnez aux Ukrainiens la capacité de frapper au-delà de 150 km, c'est-à-dire au-delà de la frontière russe. C'est ça qui craignent les Américains aujourd'hui. Et les alliés, pas que les Américains, n'envisagent pas forcément qu'un avion, qu'un F-16 donné par les Pays-Bas soit abattu près de Moscou. Donc ça pose quand même une sacrée question opérationnelle. Et puis par ailleurs, il y a une question technique qu'on néglige, c'est que les avions, c'est 10% de l'iceberg nécessaire pour faire voler un système d'armes. Et donc, il faut une armée de techniciens, dont la formation nécessite des années, qu'on sera obligé d'envoyer sur des bases aériennes en Ukraine. Parce que quand l'avion atterrit, quand il a volé 2 heures, il faut 100 heures de maintenance derrière. Et ça, les Ukrainiens ne savent pas le faire avant des années. Autant pour les chars, on peut les ramener pour des réparations importantes en Pologne, où il y a un outil industriel. Là, ça veut dire que même si on promet des avions aujourd'hui, ça prendra des mois avant que... Non, ça veut dire que si on envoyait des avions, il faudrait qu'on accepte d'envoyer des équipes de techniciens formateurs qui soient sur des bases ukrainiennes. Et ça veut dire que si jamais il y avait une attaque d'un missile, on aurait des soldats britanniques, français, néerlandais qui seraient tués sur une base. Et donc là, ça ressemble à un engagement direct. Donc c'est ça qui retient les alliés. C'est le côté... Est-ce qu'on veut que les Ukrainiens puissent frapper au-delà de la frontière ? Est-ce qu'on veut engager des soldats, même si c'est indirectement, mais des soldats sur des bases ukrainiennes ? Qui pourraient devenir des victimes collatérales. Oui. À l'occasion de cette visite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie n'avait aucune chance de gagner la guerre. On va l'écouter tout de suite, Volodymyr Zelensky. Je sais que nous allons recevoir un soutien important en matière de défense pour l'Ukraine. Et c'est un signal sans équivoque que les tentatives russes pour gagner n'auront aucune chance d'aboutir. Ensemble, nous protégerons nos villes, notre peuple de la terreur de la Russie, et nous renforcerons l'élan de notre victoire. Michel Duclos, tant que les États-Unis soutiendront Kiev, elle n'a aucune chance, la Russie ? Bien sûr que si, la Russie a des chances, mais quand on est un chef de guerre, on doit tenir ce langage. Je voudrais rebondir sur le débat précédent qui est tout à fait lié à celui que vous venez d'ouvrir. Pour moi, le moment vraiment le plus symptomatique, ça a été Samarcande, donc fin septembre de cette année, où les Russes s'étaient déjà retirés de Kherson et où apparemment Alexis et Modi ont fait comprendre à Poutine d'une manière ou d'une autre, évidemment peut-être pas officiellement dans les réunions, où ce n'était pas le sujet d'ailleurs, mais au moins en marge, ont fait comprendre qu'ils aimeraient bien que ça dure pas trop longtemps. Et là, on a peut-être des Occidentaux naïfs, ça m'étonne, mais enfin c'est possible, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une place pour une négociation. 48 heures plus tard, de retour à Moscou, c'est là que Poutine décide la mobilisation dite partielle et l'annexion des 4 territoires ukrainiens. Donc à ce moment-là, on ne pouvait plus avoir le moindre doute que non seulement il avait franchi le Rubicon, mais ce qui était un peu fatal, il n'avait pas l'intention de rebrousser chemin. Et pour moi, ce qui est quand même pas à mettre au crédit des Occidentaux, c'est qu'il
il n'y a jamais eu, pour l'instant, en tous les cas, de vraie stratégie. C'est-à-dire que on colmatait les brèches, on envoyait du matériel tel que le demandaient les Ukrainiens, on faisait en sorte qu'ils ne soient pas submergés. Mais il n'y a jamais eu de vraie stratégie, du moins visible, peut-être qu'elle existait dans des états-majors, et aujourd'hui, des états-majors secrets. Et aujourd'hui, c'est un peu pour moi la vraie question. Est-ce que les gouvernements occidentaux vont prendre les décisions qui s'imposent pour passer des commandes aux industries d'armement pour que celles-ci soient en mesure de poursuivre l'alimentation en munitions pendant des mois et éventuellement des années, parce que les industriels, c'est des commandes. Ça voudrait dire passer en économie de guerre en économie de guerre, comme on dit. Et par ailleurs, est-ce qu'on a un plan pour dire, voilà ce qu'il faut pour que les Ukrainiens percent le front russe à tel endroit, de façon à obtenir tel objectif, par exemple, notamment menacer la Crimée, parce que c'est à ce moment-là que Poutine peut se sentir acculé à négocier. Tant qu'on ne fait pas ce type de calcul, il y aura un front qui bougera et le front, justement, qui changera en fonction des événements. Peut-être un dernier mot. Un dernier mot, il faut quand même voir qu'on n'a pas abordé le dilemme fondamental, que pour l'instant, comme vous l'avez dit, on s'interdit, on n'autorise pas les Ukrainiens à frapper dans les profondeurs du territoire russe, alors qu'on laisse les Russes frapper les villes et les infrastructures ukrainiennes. Pour moi, là où il y a eu, de la part des Occidentaux, une absence de réaction stratégique, c'est quand les Russes ont commencé à développer cette stratégie. C'est là que la ligne rouge, pour moi, a été franchie du côté russe, sans réaction du côté occidental. On va en reparler dans un instant. J'aimerais juste qu'on fasse un point en image sur ce qui se passe en ce moment sur le terrain. À l'est, le front est stabilisé sur près d'1 millier de kilomètres en ce moment, mais l'armée ukrainienne, elle est plutôt sur la défensive, notamment à Bakhmout, où Moscou, aujourd'hui, a annoncé de nouvelles prises aux alentours de cette ville. Regardez. Sous le feu incessant de l'armée russe, la ville de Bakhmout. Dans ces rues désertes, de très rares civils et le bruit des combats tout proche. La ville est encore tenue par les Ukrainiens, mais l'étau se resserre. Lundi, Moscou a revendiqué la prise d'un nouveau village aux portes de Bakhmout. Les volontaires des détachements d'assaut, en coopération avec les unités des forces aéroportées, l'appui des troupes de roquettes et de l'artillerie, ont complètement libéré le village de Paraskovivka de la République populaire de Donetsk. Ces dernières semaines, les forces russes ont intensifié leurs efforts pour s'emparer du cœur industriel du Donbass, où se trouve Bakhmout. Avec la prise de Paraskovivka, l'armée russe contrôle désormais un carrefour entre deux routes importantes au nord de la ville. Après des mois de combats sanglants, la prise de Bakhmout serait avant tout une victoire symbolique pour la Russie, plus qu'une avancée stratégique. Selon certains experts, Moscou cherche ainsi à s'en emparer avant les 1 an de sa guerre en Ukraine, le 24 février. Mais pour Kiev, la défense de Bakhmout est aussi devenue un symbole de la résistance face à l'agresseur russe. Les tentatives russes de gagner n'auront aucune chance d'aboutir. Ensemble, nous protégerons nos villes, notre peuple de la terreur de la Russie, et nous renforcerons puissamment l'élan de notre victoire. Les autorités ukrainiennes craignent de nouvelles offensives russes dans les prochains jours depuis le sud et l'est du pays. Kiev a aussi renforcé ses positions dans le nord, à la frontière avec la Biélorussie. Alors les Occidentaux, on l'a évoqué, ont promis beaucoup d'armes à l'Ukraine, mais des armes qui tardent à arriver sur le front. Est-ce que le temps que ça arrive, Kiev peut tenir encore ses positions alors qu'on craint une offensive russe, justement, à l'approche de cet anniversaire ? Oui, et je vais revenir sur ce qu'a dit très bien Michel tout à l'heure. Il y a une stratégie. Il y a une stratégie qui a été élaborée à partir du moment où les Alliés ont décidé de donner une capacité offensive aux Ukrainiens. Jusqu'ici, ils n'avaient livré finalement que du matériel défensif. C'était des missiles antiaériens, c'était des missiles anti-chars, c'était toujours de l'anti. Mais pour pouvoir disloquer un front, il faut du matériel offensif, du matériel blindé lourd. L'archétype, c'est le char blindé lourd, celui qu'on est en train de livrer. Les Français sont en train de livrer des chars légers MX-10 RC qui les accompagnent.
C'est une stratégie qui est très importante, mais en fait dont le principal défi aujourd'hui est la bataille de Bakhmout. Parce que c'est un piège pour les Ukrainiens. Si les Ukrainiens consacrent leur potentiel de contre-offensive à aller récupérer Bakhmout, qui est une ville, le porte-parole de l'armée, j'allais dire soviétique, mais russe, l'a très bien expliqué, libérée dans leur esprit, ça veut dire dévastée. Donc c'est une ville qui a été intégralement dévastée. Il n'y a rien à récupérer à Bakhmout. Donc ça ne présente aucun intérêt autre que le symbole de dire on ne concède aucune victoire aux Russes. Mais si les Ukrainiens font ça, ils s'empêchent de pouvoir lancer une grande offensive dans 1 ou 2 mois. Et les experts occidentaux essayent de les convaincre de ne garder que des unités territoriales qui sont peu entraînées, mal équipées, pour ralentir les Russes, consommer un maximum du potentiel militaire russe. Les Russes y consacrent pratiquement 1 millier d'hommes chaque jour. Mais c'est une conquête qui n'a aucun intérêt. Par contre, l'offensive, la grande offensive dont les Russes nous parlent depuis 3 semaines, c'est une offensive qui est surtout politique et médiatique. Sur le terrain, les Russes n'ont pas les moyens militaires de lancer une grande offensive. Martin Cancé, vous vouliez réagir ? Finalement, oui. Tout ce dont on parle dépend de ce qui se passe sur le champ de bataille, évidemment. Néanmoins, l'offensive russe, on peut considérer qu'elle a déjà lieu en ce moment, depuis plusieurs semaines, avec une capacité à prendre un certain nombre de pertes, comme vous le mentionniez, parmi les troupes russes, qui est tout à fait considérable. On peut imaginer dans les semaines et mois à venir que la Russie cherche donc à casser une possible contre-offensive ukrainienne en mobilisant un maximum de troupes sur ce théâtre-là. Néanmoins, ce qui est intéressant pour les Européens et les Américains, comme il s'était dit précédemment, c'est qu'il faut aller vite parce que le coût de la guerre, aussi pour nous occidentaux, ne cesse d'augmenter, que le coût de la reconstruction de l'Ukraine ne cesse d'augmenter et qu'il est donc évidemment dans notre intérêt de faire en sorte que l'Ukraine puisse reconquérir ses territoires au plus vite. La reconstruction de l'Ukraine, aujourd'hui, il y a certaines estimations qu'il juge entre 300 milliards et 1000 milliards d'euros. C'est un coût absolument colossal qui ne pourra pas, évidemment, être financé d'un coup de baguette magique et qui compte lorsqu'on pense à notre stratégie vis-à-vis des Ukrainiens et notre volonté de leur fournir ce qu'il est nécessaire pour qu'ils puissent répondre à cette offensive russe. Et puis Marie Dumoulin, il faut aussi que les opinions publiques occidentales suivent cette guerre. Et pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Tout le monde n'est pas prêt, toutes les opinions publiques ne sont pas prêtes à partir en économie de guerre, à suivre cet effort. Pour l'instant, le soutien pour l'Ukraine reste majoritaire dans la plupart des pays, en tout cas européens. Il y a eu un sondage Eurobaromètre qui a été publié il y a quelques jours où on voit que le soutien à la politique de soutien à l'Ukraine est de l'ordre de 74% ou 75% en moyenne dans l'Union européenne. Alors, il est le plus élevé en Suède où c'est 97%. En France, on est un peu au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas forcément complètement intuitif. Et on est à peu près au même niveau que dans les États baltes. Et il y a très peu de pays dans lesquels ce soutien est en dessous de 50%. Je crois que le plus faible pourcentage est en Grèce, il me semble, et ça doit être à 48 ou 49%. Donc on est dans des très forts soutiens des opinions européennes à la politique de soutien à l'Ukraine, mais avec effectivement un enjeu de gestion du temps qui va être un enjeu important parce qu'il y a un impact pour les sociétés européennes, il y a un coût économique, et cet impact, il n'est pas le même partout. Et donc, au fur et à mesure que les différentes populations vont avoir le sentiment de consentir des sacrifices que d'autres pays ne consentent pas, on risque d'avoir aussi de nouvelles divisions qui apparaîtront. Donc, effectivement, il y a un intérêt réel à accélérer le soutien à l'Ukraine pour essayer de... Un mot, Martin Cancé. Oui, juste sur le soutien de la population américaine, qui est aussi fluctuant. On avait une population qui avait clairement déclaré son soutien à l'Ukraine en février dernier. Aujourd'hui, on voit que cela commence à se diviser entre des démocrates qui continuent très largement à soutenir l'aide à l'Ukraine et des républicains qui sont aujourd'hui autour de 50-50, avec une pluralité de républicains qui considèrent au contraire que les États-Unis font trop pour soutenir l'Ukraine. On voit dans la visite de Biden aujourd'hui un certain nombre d'élus républicains qui mettent cette visite en parallèle avec ce qui se passe en Ohio en disant Joe Biden aurait mieux fait d'aller voir ce que les Américains aujourd'hui font face à des crises en interne plutôt que d'aller à 4000 km pour donner de l'argent aux Ukrainiens. Donc, à mesure qu'on va s'approcher de la campagne présidentielle pour 2024, cet enjeu-là va devenir de plus en plus partisan dans la politique américaine. Marie Dumoulin, vous vouliez réagir. Après, j'aimerais qu'on parle un peu de la Chine.
Oui, parce que je crois qu'il y a aussi une dimension politique intérieure importante dans ce déplacement de Joe Biden. La figure de Zelensky est devenue une telle figure héroïque au niveau international que Biden, en lui rendant visite à Kiev, quelque part en retire un bénéfice d'image et de politique intérieure aussi, a fortiori pour un président que beaucoup disaient vieux, ayant du mal à se déplacer, etc. Là, il montre quand même et que... c'est un peu le cas pour tous les chefs d'État aujourd'hui occidentaux qui s'affichent à côté de Volodymyr Zelensky. Ils essayent tous... Le cas français, encore, pardon, mais il faut quand même insister, 80% des Français soutiennent l'Ukraine, alors que les 2 tiers d'entre eux ont voté il y a quelques mois au présidentiel pour des candidats qui n'étaient pas hostiles à la Russie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je dois dire que moi, j'essaie de comprendre. C'est pas évident. Pourquoi est-ce que nos compatriotes, qui ont des doutes par ailleurs, c'est peut-être un soutien fragile, mais quand même, ça tient. Alors, c'est peut-être que, comme justement, c'est un pays qui attendait beaucoup de la Russie, nos compatriotes sont particulièrement déçus parce qu'ils voient le visage de la brutalité, de la cruauté, même des crimes. De l'agression, et c'est comme si d'un seul coup leur rêve d'une Russie qu'ils estimaient, qu'ils appréciaient s'effondre. On parlait tout à l'heure d'une ligne rouge, une autre ligne rouge dans ce conflit, la possible livraison d'armes par la Chine à la Russie. En tout cas, à Munich, ce week-end, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a averti que la Chine envisageait cette option. Ce matin, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a mis en garde aussi la Chine. La Chine qui, de son côté, dément ces accusations. On va voir ça tout de suite en image avec Axel Simon, et puis on en reparle après. Jusqu'à présent, la Chine s'est bien gardée de fournir un soutien matériel direct à la Russie. Mais les États-Unis craignent que cela ne soit en train de changer. Dès dimanche, en marge de la conférence sur la sécurité à Munich, le secrétaire d'État américain a affirmé craindre que la Chine soit sur le point de fournir des armes à la Russie. Des craintes réitérées ce lundi en Turquie. Cela aurait des conséquences réelles sur nos relations si la Chine fournissait un soutien létal à la Russie dans cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Nous avons des craintes sérieuses que la Chine envisage de le faire. Des accusations rejetées par la Chine qui accuse à son tour les États-Unis de mettre de l'huile sur le feu. La réponse de Pékin à Washington est sans équivoque, rester en dehors de nos relations avec Moscou. Ce sont les États-Unis et non la Chine qui fournissent des armes sur le champ de bataille. Les États-Unis n'ont pas à nous dire quoi faire. Nous n'acceptons pas qu'ils pointent du doigt les relations entre nous et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions. Côté européen aussi, on met en garde la Chine. Nous disons que pour nous, ce serait une ligne rouge de notre relation. Le ministre des Affaires étrangères chinois m'a dit que la Chine ne nous fournirait rien et n'avait pas l'intention de le faire. Mais nous resterons vigilants. Depuis bientôt un an, la Chine a refusé de condamner l'agression russe et même de qualifier l'offensive d'invasion ou d'agression. Mais elle a plusieurs fois exprimé son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Alors Guillaume Ancel, est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces affirmations américaines? Est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'a dit Antony Blinken ce week-end et cette visite de Joe Biden ce matin à Kiev? En fait, il faut tirer le fil pour comprendre la situation. Les Russes sont en très grande difficulté en termes d'armement lourd et de munitions. Du coup, ils ont sollicité la Chine pour s'en faire livrer, ce qui poserait quand même des questions logistiques. Mais n'empêche que les Chinois sont les seuls à avoir les moyens de leur fournir un stock de blindés lourds et de munitions intéressantes, c'est-à-dire des munitions guidées, des munitions sophistiquées, pas ce qu'utilisent les Russes aujourd'hui. Ça montre bien d'ailleurs au passage la faiblesse des Russes. Les Chinois n'ont pas répondu non. C'est pour ça que Antony Blinken s'en est inquiété, puisqu'il dit « vous devez répondre non ». Mais les Chinois n'ont pas répondu oui non plus. C'est pour ça que les Chinois ne réagissent pas très bien en disant « vous ne pouvez pas nous accuser de ça ». Ce qui est clair, c'est que si les Chinois fournissaient des armements aux Russes, ils prolongeraient le conflit et ils affaibliraient les deux parties. Et du coup, la réaction de l'Union européenne est intéressante parce que le point névralgique du conflit, c'est surtout qu'une partie puisse le remporter. Mais le point névralgique de la Chine, c'est son équilibre économique. Et donc, quand l'Union européenne vient dire « ce serait mal de rentrer dans ce conflit », les Chinois, bien sûr, vont dire qu'ils n'en ont jamais eu l'intention. Mais je pense qu'ils entendent très bien le signal de notre propre faiblesse et dans le fait que nous ne pouvons pas supporter des sanctions économiques des alliés
contre nous. Donc ils ont intérêt à rester en dehors du champ de bataille et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Martin Cancé, ce ne serait pas dans leur intérêt aux Chinois de soutenir militairement la Russie quand on sait que la Chine est le premier partenaire économique des États-Unis? Oui, je crois qu'il faut faire attention quand on pense pouvoir définir l'intérêt de la Chine ou de la Russie. On l'a vu, tout le monde nous disait qu'il n'est pas dans l'intérêt de Vladimir Poutine de déclencher. Alors justement, on a du mal à comprendre. Je crois qu'il faut accepter parfois que notre capacité à définir cet intérêt est peut-être limitée. Néanmoins, ce qu'on voit depuis le début de cette invasion, c'est que la Chine prend au sérieux le risque d'être touchée par les sanctions qui sont mises en place par les Européens et les Américains, et que les transferts économiques entre la Chine et la Russie ont été également recalibrés pour faire en sorte que les sanctions ne frappent pas la Chine, qui est en effet dans une position économique difficile. Néanmoins, on le sait, la Chine considère que la relation avec la Russie est une relation, disons, spéciale, qu'ils ont aujourd'hui un problème à l'idée même de voir la Russie perdre en Ukraine. Ce ne serait pas, si vous voulez reprendre l'expression, dans l'intérêt de la Chine que d'avoir une Russie affaiblie et perdante sur le champ de bataille. Donc on peut voir différentes manières de comprendre le dilemme chinois, et je me refuserais d'anticiper ce que Pékin va faire, parce qu'on a fait plusieurs erreurs, je crois, ces derniers mois. Marie Dumoulin est dans une position délicate aujourd'hui, la Chine, puisque comme le dit Martin Cancé, elle ne veut pas voir la Russie perdre. La Russie, un de ses partenaires économiques, et en même temps, difficile de soutenir directement la Russie sans se mettre les États-Unis à dos, et ça aurait de lourdes conséquences. Alors effectivement, pour la Chine, l'idée d'une défaite russe est certainement pas une bonne nouvelle. A fortiori, étant donné que, on s'en souvient, ils avaient quelques semaines avant le début de l'invasion russe, en février dernier, signé un accord de partenariat dit sans limite entre les deux pays. Un accord de partenariat sans limite qui permet à l'un des deux partenaires de regarder l'autre être défait sans intervenir. Ça susciterait un certain nombre d'incompréhensions. En revanche, une Russie affaiblie, ça peut ne pas être une mauvaise option pour la Chine, parce que, in fine, dans le partenariat entre ces deux pays, c'est un partenariat qui est de plus en plus asymétrique et où la Russie est de plus en plus en position de demandeur face à la Chine. Donc, de ce point de vue-là, il y a peut-être un intérêt de la Chine à continuer de voir comment les choses vont évoluer. En revanche, je suis d'accord pour dire qu'une défaite russe est quelque chose que les Chinois verraient sans doute d'un assez mauvais œil. Michel Duclos. Oui, moi je crois aussi que les Chinois peuvent difficilement se permettre un échec russe, que d'ailleurs en plus Xi et le clan au pouvoir ne veut pas perdre Poutine, parce qu'ils ont peur qu'un autre leader russe leur serait moins favorable. Il me semble que, et là pardon, je reviens au contenu du livre que j'ai dirigé, donc qui essaie d'explorer les différentes perceptions dans le monde. Un grand nombre de pays du Sud ménage la Russie, parce qu'à travers la Russie, c'est la Chine qui le cultive. Et donc si la Chine venait à, sinon pas vraiment basculer, mais en tous les cas se déporter davantage encore vers la Russie, ça entraînerait certainement toutes sortes de déplacements des rapports de force dans le monde. Pour l'instant, ce que je disais dans l'introduction à ce livre, c'est qu'il y a le paradoxe, c'est que l'Inde ou la Turquie, qui sont plus proches de nous, soutiennent en réalité la Russie davantage sur le plan pratique que la Chine. Politiquement, pas du tout, bien sûr, parce que la Chine est complètement derrière le narratif russe, ce n'est pas le cas de l'Inde ou de la Turquie, mais par leurs liens économiques, les Indiens et les Turcs, sans compter les Saoudiens, bien sûr, là aussi, aide à la prolongation de la guerre en facilitant les choses pour Poutine. Et donc, si la Chine devait, encore une fois, accentuer son soutien à la Russie, ce serait quand même une nouvelle équation dans le monde. Et ça ressemblerait un petit peu à une guerre globale, puisqu'il y aurait forcément des réactions américaines en termes de sanctions au minimum. Guillaume Ancel, si la Chine fournissait ses armes létales
à la Russie, ça changerait totalement le visage de cette guerre. Ça remettrait aussi peut-être en cause l'implication de certains pays de l'OTAN. Alors surtout, ça basculerait l'équilibre actuel. C'est-à-dire que là où les Ukrainiens, forts du soutien de 50 pays alliés, peuvent défaire l'armée russe, si l'armée russe recevait massivement du matériel de la Chine, évidemment, l'équilibre serait totalement différent. Mais d'abord, ça se verrait, parce que fournir de tel matériel, c'est très visible, ne serait-ce que parce qu'on en trouve sur le terrain. Et je ne suis pas sûr que les Chinois accepteraient d'être sanctionnés économiquement pour avoir fourni des armes à une Russie dont elle se sent proche et loin en même temps. Martin Cancé, j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette visite surprise de Joe Biden aujourd'hui et les déclarations d'Anthony Blinken ce week-end sur la Chine ? Non, pas nécessairement. Je pense que la visite a davantage à voir avec les dates dont on a parlé tout à l'heure et le symbole évident que cela a aujourd'hui de voir Joe Biden à Kiev. Par ailleurs, la visite à Varsovie qui va avoir lieu cette semaine a été discutée depuis de très nombreuses semaines et c'était pas du tout quelque chose qui est une surprise de Mais le ces voir déclarations d'Anthony Blinken, Europe. elles interviennent quand même dans un contexte où les relations sino-américaines sont de plus en plus tendues. On a vu l'histoire du ballon, de ce ballon espion chinois abattu sur le territoire américain. Absolument. Et il y a une logique actuellement dans la relation bilatérale américano-chinoise qui est particulièrement inquiétante avec cet incident du ballon espion. Les déclarations aujourd'hui de Tony Blinken, le fait que Tony Blinken, qui était censé aller à Pékin plus tôt ce mois-ci en février, a dû annuler son voyage à cause du ballon espion. Aujourd'hui, le dialogue bilatéral est très compliqué entre Pékin et Washington et il est difficile de voir comment la relation peut se rétablir, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, l'élection présidentielle américaine dans un peu plus d'un an, va démarrer doucement, la campagne va se mettre en place et dans ce contexte-là, on va avoir une politique américaine qui va probablement jeter de l'huile sur le feu, pour reprendre l'expression, dans un certain nombre d'enjeux de politique étrangère. Et Marie Dumoulin, la Chine et la Hongrie se sont dit prêtes aujourd'hui à œuvrer ensemble pour la paix en Ukraine. Comment il faut prendre cette déclaration ? Alors, la Chine avait déjà, il y a quelques jours, annoncé qu'elle présenterait prochainement un plan de paix pour l'Ukraine. On n'a absolument aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir dans ce plan de paix. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le ministre chinois des Affaires étrangères se rend à Moscou ces jours-ci. Donc il est vraisemblable qu'il va en parler à Moscou. La question derrière, on l'a dit tout à l'heure, en réalité, à l'heure actuelle, aucune des deux parties n'est prête à sérieusement se mettre autour d'une table de négociation parce qu'il n'y a rien à négocier. Donc que les Chinois mettent un plan de paix sur la table, ce sera un bénéfice d'image pour eux vis-à-vis d'un certain nombre de pays du Sud. Ce sera sans doute un bénéfice d'image pour eux vis-à-vis de la Russie. La Russie pourra l'utiliser en disant « Regardez, nous sommes du bon côté ». Ça ne va pas conduire à résoudre le conflit demain. Et je ne pense pas que la Hongrie soit beaucoup mieux placée de ce point de vue-là, étant donné que ses relations avec l'Ukraine sont assez dégradées. Qu'un plan de paix chinois ne sera pas très défavorable à la Russie, bien sûr. Guillaume Ancel, un dernier mot ? Oui. Il n'y aura pas de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir. Donc pour moi, la question stratégique qui est derrière, c'est comment on fait chuter Poutine. On sait très bien que personne n'est légitime d'aller assassiner Poutine. En fait, c'est une défaite militaire en Ukraine qui le fera vaciller. Et je pense que le régime s'occupera de sa suite et lui offrira pas une retraite dorée ni à 64 ni à 65 ans. Michel Duclos. Et oui, je suis d'accord avec cette analyse. Je comprends que les hommes d'État et de gouvernement ne puissent pas le dire. Mais en tant qu'analyste, ça me paraît effectivement vrai. Un dernier mot, Martin Cancé. Les hommes d'État, en tout cas, ne peuvent pas le dire peut-être ici. On a un certain nombre d'alliés en Europe orientale et baltique qui ont pris des positions assez claires sur le fait qu'il n'y avait pas de dialogue possible avec Poutine et finalement pas de paix en Europe avec Poutine. Avec Vladimir Poutine. Il faut donc réconcilier aussi au sein de l'Alliance notre message à ce niveau. Marie Dumoulin, un dernier mot. Moi, j'ai tendance à penser qu'une politique réaliste consiste à faire des options sur la base de ce sur quoi on a un levier, et on n'a clairement pas de levier sur la présence ou non de Poutine au pouvoir. On a un levier sur la capacité de l'Ukraine de poursuivre cette guerre, donc agissons là-dessus et réfléchissons aussi à la manière de traiter la question russe avec ou sans Poutine.
Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci Michel Duclos, merci Marie Dumoulin, merci beaucoup Martin Cancé, Guillaume Ancel d'avoir été sur ce plateau ce soir sur France 24. Restez avec nous, l'information continue.